le lien se tisse et ce que j'espère vous partager aujourd'hui, c'est aussi une méthodologie de travail qui peut-être va être étonnante, ou enfin voilà, peut-être qu'on peut en parler, mais je voudrais vous présenter une méthodologie de recherche-création, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle beaucoup dans les milieux de l'art, et en particulier dans les hybridations entre art et recherche, comme des façons de débloquer un peu voilà, des protocoles d'expérimentation, et donc voilà, peut-être que ça pourra inspirer des choses aussi dans notre discussion aujourd'hui, et puis dans vos propres recherches. Donc voilà, c'est aussi un préalable pour dire que ma discipline est un peu particulière, elle vient des arts plastiques. Et donc pour cette intervention, avec cette chance qu'on a d'avoir un peu le temps de développer des choses, je voudrais vous présenter d'abord 2 anciennes expérimentations que j'ai faites, pour vous donner un peu une idée de ce que serait une recherche performative. On en faisait des plaisanteries là, au début dans les accordages, des réglages, etc. Mais c'est tout à fait ça, c'est un terme que je reprends à Brad Heisman, qui est un chercheur australien. Je trouve sa proposition très intéressante. Donc voilà, d'abord vous présenter deux anciens travaux pour vous donner une idée de ma façon de travailler, et ensuite véritablement vous confier le bourgeon d'une recherche actuelle que je suis en train de démarrer là, qui donc est le titre de cette intervention. C'est peut-être là que je vais commencer à partager mon écran. Voilà, les images en attente, les images latentes, mots-clés, prompts, énoncés. Donc voilà, qui est vraiment le tout début d'une recherche qui prendra, je l'espère, notamment la forme d'un film, qui est en début de développement avec la société de production Écarlate Film. Je dis ça parce que je suis fatiguée, parce qu'on vient de déposer un dossier hier soir. Brad Heisman, H-A-S-E-M-A-N. Et l'article n'est pas facile à trouver, mais je sais pas, on est enregistré, mais je peux peut-être le faire leaker sur nos groupes de partage. Donc voilà, soyez indulgents avec moi, c'est vraiment je vais profiter de votre écoute bienveillante pour essayer de formuler vraiment ce qui est un tâtonnement de recherche, ce qui sont des intuitions de recherche, en prenant à la lettre l'enjeu du séminaire. Donc pas des enjeux de présentation de résultats voilà, qui seraient assis, mais vraiment des intuitions de travail, des questions et des images, des prototypes. Et même, j'aimerais bien qu'on puisse essayer quelque chose ensemble, un genre de petit exercice, surtout si en plus on est fatigué ce matin, que ce soit quelque chose voilà, qui nous fasse jouer ensemble. Vous allez voir, la dimension du jeu et du dispositif de jeu est très importante pour moi. Vous redire également, j'avais fait une petite slide contact, donc voilà, je suis à l'université Paris 8, au laboratoire AIAC, Art des images et art contemporain, dans un atelier, on ne dit plus équipe maintenant, mais dans un atelier qui s'appelle TIMED. Et je le spécifie là aussi parce que c'est un laboratoire très particulier, on publie des livres, des articles, etc., mais aussi des performances, des films, des expositions, et tout ça fait recherche pour nous. On part du principe voilà, que d'autres modes de monstration de la recherche valent, pas pour vulgarisation, mais véritablement pour publication de la recherche. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc je ne vais pas m'étendre sur Brad Heisman, mais ce que je trouve très intéressant dans ce petit article sur la recherche performative, ce qu'il dit, c'est que en fait, il passe un peu en revue comment est-ce qu'on pourrait comprendre la recherche en gros, et il nous fait un résumé comme ça hyper caricatural en 2 pages, et c'est assez convaincant. Moi, j'utilise beaucoup ce texte pour les étudiants. Il y aurait, disons, tout ça est poreux bien sûr et navigue, mais il y aurait des recherches quantitatives qui s'appuient principalement sur des chiffres, des graphiques, des calculs. Ok, c'est ce qui vient beaucoup avec la recherche expérimentale, les recherches dites en sciences dures, où j'imagine qu'à Impec aussi beaucoup ça se pratique, ça, d'observer des choses et puis d'en tirer des calculs, etc. Ces recherches-là, souvent, elles sont moins intéressées par les phénomènes humains, sauf s'ils peuvent être quantifiables.
je vais vite, mais c'est comme ça qu'il va aussi Brad Eisman. Deuxième grande façon de faire de la recherche, des recherches plus qualitatives. J'imagine aussi qu'à Impact, vous mélangez bien les deux. Elle travaille plutôt avec le texte. Là, il s'agit d'écrire, de décrire, d'observer, d'interroger. Et voilà, le médium principal de cette façon de travailler, ce serait l'écriture. Et puis, Brad Eisman s'intéresse ensuite à comment les artistes travaillent en recherche et comment est-ce qu'ils peuvent faire recherche. Ok, quelles sont les différentes options de démarche, de recherche pour des artistes? Il y aurait quelque chose qui s'appellerait Practice-Based Research, la recherche basée sur la pratique. Alors bien sûr, je vais très vite, c'est un champ de débat infini en ce moment dans nos disciplines en art plastique, mais bon, j'aime bien notre Brad Eisman parce qu'il fait des bonnes catégories comme ça. Donc une recherche basée sur la pratique serait par exemple un artiste qui fait ses œuvres et puis qui essaie d'être réflexif sur ce qu'il fait. Il essaie de réfléchir à pourquoi il a fait les choses, qu'est-ce qui se dégage de son œuvre, etc. C'est comme une forme d'analyse de ce que la pratique est en train de faire. Puis il y aurait une autre forme de recherche-création qui serait Practice-Led Research, donc la recherche menée par la pratique, où cette fois, il est plus question d'avoir, yes, c'est comme ça que s'écrit Eisman, une intuition qui n'est pas inscrite d'abord dans le champ académique ou avec les outils académiques, qui part il dit, an enthusiasm of practice. Une petite intuition de dire, et si je faisais ça, qu'est-ce que ça pourrait faire? Qu'en tout cas, il y a quelque chose d'une étincelle au départ qui est pratique, qui n'utilise pas ni les outils de l'écriture, ni les outils de calcul, ni des outils expérimentaux, qui ne joue pas avec les règles établies d'autres disciplines, etc. Donc voilà, bien sûr, encore une fois, tout ceci est poreux, à géométrie variable, etc. Et puis, il veut proposer un troisième grand paradigme de recherche, qui serait la recherche performative. Et dans la recherche performative, ce qui se joue, c'est que l'œuvre n'est pas là comme ou pas seulement comme une articulation de la recherche qui est en train de se faire. Elle n'est pas là pour en rendre compte ou comme un point de départ. L'œuvre est la recherche elle-même. Dans l'œuvre telle qu'elle est montrée, se joue exactement ce qui doit se jouer de la recherche. Je le cite, les données symboliques, c'est-à-dire la matière avec laquelle on réfléchit, fonctionnent de manière performative. Elles ne se contentent pas d'exprimer la recherche, il ne s'agit pas d'exprimer la recherche, mais deviennent elles-mêmes la recherche dans cette expression. Les nouvelles stratégies et méthodes sont dictées par les phénomènes étudiés et par la prise de conscience que le répertoire actuel d'outils méthodologiques ne permet pas de prendre pleinement en compte le surplus d'opérations et de résultats émotionnels et cognitifs générés par le praticien. Par exemple, on pourrait écrire et faire plein d'analyses sur le gros plan, on pourrait calculer combien il y a de gros plans dans des films, en faire des statistiques, etc. Mais peut-être qu'une façon de réfléchir au gros plan, c'est d'en faire. Et de les montrer d'une certaine façon qui nous permettent de réfléchir à ce que c'est qu'un gros plan. Bon, mettons, c'est quelque chose comme ça. Donc voilà, moi je viens beaucoup avec cette démarche de travail que je trouve fantastique. Mes artistes préférés la pratiquent et j'essaye de les imiter. Je voudrais vous présenter donc 2 précédents projets dans lesquels j'ai l'impression d'avoir réussi mon coup à faire ce qui pourrait être une recherche performative. Le premier, c'est mon film de thèse. J'ai fait une thèse que j'ai soutenue en 2019. Oui, c'est ça, ou en 2020, oui, je ne sais plus. Et quelques mois plus tard, j'ai sorti un film qui s'appelait Dire à cœur et qui était essentiellement ma thèse. Enfin, vraiment, je n'encourageais pas les gens à lire ma thèse s'ils avaient 1 heure pour voir ce film. Ça me suffisait, c'était exactement tout ce que j'avais voulu porter dans ma thèse. Donc c'était une thèse qui s'intéressait au visage sur écran.
Et j'ai soutenu pendant le Covid. Et ce qui m'intéressait, c'était de réfléchir à comment les écrans pourraient capter des traces de notre rencontre. Véritablement, la question qui m'occupait au départ, c'était comment cela se fait-il qu'on ait l'impression d'être ensemble quand on se fait face. Bon, ça c'était vraiment la question existentielle dans le fond que je me posais. Sauf que les écrans tels qu'ils se donnent, tels qu'ils peuvent se donner et tels qu'ils se sont donnés de façon massive pendant le Covid, nous permettaient de capter, en même temps qu'elles se faisaient, des rencontres pleine face, avec nous donnant nos visages à nos, ce que j'appelle des cam-écrans, donc des écrans chargés de caméras. J'ai commencé ce film avant le Covid. C'était assez étrange aussi parce que maintenant c'est un document très particulier qui donc est constitué uniquement de conversations visiophoniques que j'ai menées pendant un peu plus d'1 an avec au départ plutôt des gens qui étaient intéressés par les outils techniques, par l'informatique, mais qui étaient surtout des gens avec qui j'avais envie de devenir amis en quelque sorte, qui étaient des vieilles connaissances, où je réactivais des relations. L'enjeu c'était aussi de capter effectivement des gens qui sont en train de se rencontrer, en même temps qu'ils sont en train d'en parler. Et mon dispositif, mon protocole expérimental, c'était d'appeler ces gens-là et de leur soumettre une idée, leur partager une spéculation poétique, conceptuelle, qui était, et qui est vraie, la diode de ma webcam a clignoté sans raison. Qui est là ? Cette petite diode qui a clignoté, pourquoi a-t-elle clignoté ? Est-ce que quelqu'un est dans ma machine ? Est-ce que quelqu'un est en train de me regarder ? Donc j'appelais ces gens-là pour leur demander ce qu'ils en pensaient et voir s'ils voulaient jouer avec moi à cette spéculation sur la présence, sachant donc que nous la performions de fait, puisque nous étions en conversation et effectivement en train d'occuper les machines l'un de l'autre pour nous rencontrer. Donc voilà, le film, comme je le disais, est sorti pendant le Covid, donc il a eu un parcours un peu particulier. Au moment où il est sorti, on avait très envie de réfléchir à ces images-là qui étaient en train de nous arriver, on avait très envie de les regarder ensemble dans une salle, de comprendre ce qui s'était joué ici. Puis au bout d'un moment, on n'en pouvait plus. Et puis, d'avoir ces images-là sur nos écrans tout le temps, et puis de les retrouver. Et puis maintenant, il ressort encore presque comme un document historique de ce moment-là collectif qu'on a vécu ensemble. Si on a le temps ou pas, en fait, je me dis que ça va un peu... Ouais. Ça fait 1 heure, on a 1 heure à peu près. Bon, je peux peut-être vous montrer un bout du film. Je sais pas à quel point ça va bien rendre à la projection Zoom, enfin à la retransmission Zoom. Dites-moi si c'est galère et puis auquel cas je repousserai l'exemple précédent. Mais je voulais vous montrer... Oui. Ouais. Non, quelqu'un voulait dire quelque chose ? Non, je dis ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller ? Là, par exemple, si on fait ça... Ah ben non, il me faut mon son. Sur cette vidéo, Ah ah ! On ne va pas pouvoir avoir de son. On ne va pas pouvoir avoir de son. Bon, tant pis pour les extraits. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu, je vais vous le passer en mute, mais voilà, c'est pour vous donner une idée de la construction du film. Donc c'est un espèce de giga champ contre champ infini entre des gens qui parlent et qui expérimentent. Et je voulais vous montrer cette séquence qui est centrale dans le film, enfin littéralement, je dirais elle est au centre du film, puisque tous les personnages qui se rencontrent à travers cette interface visiophonique, qui est Zoom, celle qu'on utilise là, cherchent à capter différents stades de présence entre nos corps de chair qui sont effectivement bien là devant les écrans en train de communiquer, et puis des formes de présence plus fantomatiques, fantasmatiques, celles qui navigueraient dans les câbles, dans les réseaux, etc. Et là, il y a quelque chose d'une expérimentation qui est assez intéressante avec un collectif d'artistes dont je fais partie qui s'appelle Constellation. Il se trouve que Alix Desoblio, ici, donc vous voyez l'image, avait cassé sa webcam.
Bon, tout ça n'est pas nécessairement pour le film, hein, je recycle pas mal de choses, ici c'est des sessions de travail. Donc on lui demande voilà, de nous dire qu'est-ce que ça lui fait à elle de communiquer avec nous en étant un fantôme. Et puis elle va progressivement avoir l'idée d'ouvrir la webcam, donc c'est elle, Alix Desobillon, d'ouvrir la webcam et de nous montrer et d'essayer de comprendre avec nous comment fonctionne la webcam cassée. Et donc la séquence est au milieu du film parce que on essaye d'avancer vers l'autre, on essaye d'avancer vers cette sensation de présence, mais en fait s'avançant jusqu'au cœur de la machine, jusqu'au milieu de l'espace qu'il y aurait entre nous, qu'est-ce qui se passe? Bah, pas beaucoup plus. Et j'accélère un peu. Mais vous voyez là, il y a vraiment une présentation du capteur d'une webcam, de la partie cassée. Il y a tout un motif des ronds, des signes minimaux de présence. Là, les capteurs RVB, par exemple. Et puis, quelque chose d'assez fantastique, qui est là, pour le coup, à l'intuition d'Alix, qui va être de mettre de l'eau, un petit peu d'eau, quelques gouttes d'eau, sur le capteur RVB de la webcam cassée, et de la connecter à notre conversation. Donc là, voilà, la webcam est connectée, et qu'est-ce qu'elle capte? Elle n'a plus comment est-ce qu'on appelle ça, d'objectif. On est dans l'interprétation d'un flux de lumière brute à partir des capteurs RVB. Elle va mettre de l'eau dessus et des marqueurs, et ça va créer des espèces d'images assez étranges, assez incroyables. Là, par exemple, elle nous montre que c'était son doigt qu'elle plaçait sur le capteur. Donc on va avoir une espèce d'impression digitale là du doigt d'Alix sur son capteur. Et donc cette séquence est au milieu du film comme une espèce de méditation sur ce que serait le cœur d'une relation, le milieu d'une relation impossible à saisir. On va se retrouver là avec des images assez étonnantes qui nous rappellent des genres de cartes en relief ou d'îles, des choses un peu comme ça, presque biologiques. On serait sous un microscope peut-être, enfin voilà, ça bouge, il y a une espèce de vie. Mais ça ne nous donne pas plus d'indices sur ce que serait la présence de l'autre ou comment atteindre l'autre. Et c'est vrai que pour le prototype d'après, ce serait bien que j'ai du son. On va trouve une solution de ça. Je vous laisse la fin de la séquence parce qu'il se trouve que le capteur va se casser et donc on va véritablement avoir une dernière image qui va se figer à la fois directement sur le capteur, dans la matérialité de l'appareil et dans notre conversation Zoom. Voilà, on voit la brisure, tout ça est microscopique bien sûr. Donc voilà, il y a quelque chose qui se joue là qui est pas du tout symptomatique du film, comme vous le voyez là, hein, je le passe, mais ce ne sont que des visages qui parlent et qui discutent de ce qui est en train de leur arriver. Avec cette performance technique aussi, qui est qu'on s'est basé avec Théophile Guémazas, le monteur du film, sur la règle que nous donne Zoom quand on enregistre, que vous avez peut-être vous aussi pratiqué. Quand on enregistre une conversation Zoom, il y a un montage automatique qui fait qu'on va avoir l'image de la personne qui est en train de parler et perdre les autres images. C'est une fonctionnalité de Zoom. Si bien que nous, quand on arrivait au montage, nous n'avions que des visages donc, qui parlaient. Et aucun visage qui écoute. Donc on avait cette contrainte-là qui était très particulière. Et puis, ce que ça disait aussi, c'était que c'était un film de serveur, en quelque sorte, puisque ces images n'existent nulle part ailleurs que dans l'enregistrement créé par Zoom. C'était pas un enregistrement, vous avez peut-être déjà vu des enregistrements d'écran, des films qui sont basés là-dessus, sur des enregistrements d'écran. Ici, il ne s'agit ni de l'enregistrement sur ma propre machine, ni de l'enregistrement sur la machine des autres, mais véritablement d'un film du milieu qui performait exactement ce que j'essayais de faire, en tout cas dans cette recherche sur les visages sur écran et sur des modes de captation de la rencontre. Voilà pour un exemple, et peut-être qu'en fait je ne vais pas m'arrêter sur un deuxième exemple qui est cette fois plutôt une performance une performance en incrustation vidéo qui parle des Jeux Olympiques, mais
Mais voilà, peut-être si ça vous intéresse, je pourrais développer plus tard. Mais c'était pour vous donner une idée un peu de l'ambition méthodologique avec laquelle j'arrive pour ce nouveau projet. Voilà. Les images en attente, les images latentes, les rapports texte-image et les rapports fond-forme, voilà le nouveau terrain auquel je souhaiterais m'intéresser aujourd'hui. Ça fait quelques mois, mais encore une fois, c'est vraiment le début. Et peut-être, dans le cadre de la confidence des intuitions de recherche, je vous dis comment m'est venue l'idée. Oui. L'idée me vient avec ma fille Ida, qui a 2 ans, et qui commence à parler. Et donc, on est toutes les deux côte-côte, et on décrit le monde. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Et moi, j'essaye de partager tout mon savoir-faire, toute mon expérience de la distinction fond-figure pour essayer de décrire le monde et d'être, je sais pas, peut-être pas la plus objective, mais voilà, je vise mon regard dans la même direction qu'Ida, puis j'essaye de savoir j'essaye de deviner ce qui pourrait l'intéresser, tout en essayant, voilà, moi aussi, d'extraire ce qui me semble saillant, digne d'intérêt. Donc cette activité de description du monde, comme ça, pour laquelle on fait quotidiennement, parfois me donne un peu l'impression d'être un genre d'ouvrière du numérique qui essaie de qualifier des images, ou d'une anthropologue qui essaierait de décrire une société étrangère, parce qu'on voit bien tout à travers les yeux de quelqu'un d'autre qui vient d'arriver, parce qu'il n'est pas au courant un peu de tous nos us et coutumes. Ou bien d'une historienne de l'art, vous voyez, qui essaie de faire exister des choses sur un tableau et puis de faire naviguer le regard. Enfin voilà, il y a déjà des références pour moi. Nathan Pyle. Super. Je note tout de suite. Donc voilà, c'est cette activité de description qui m'a intéressée au départ, qui a fait comme des petits échos. Vous voyez, quand nous aussi on reconnaît des passages piétons et des camions pour rentrer sur des sites web, pour nourrir donc des IA et participer à la grande description et à la catégorisation du monde. Je me suis rendu compte que dans ces descriptions quotidiennes, intimes, se jouaient bien sûr à nouveau des biais structurant la communication avec Ida et avec n'importe quelle autre personne qui aurait 2 ans, ou avec n'importe quelle personne avec qui on serait côte-côte pour remarquer des choses, décrire des choses. Vous voyez les terrasses parisiennes où on est côte-côte, et puis voilà, on regarde les choses ensemble. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Pourquoi a-t-on élu telle forme plutôt que d'autres? Comment a-t-on appris à reconnaître des formes se détachant, se découpant sur des fonds? Pourquoi est-ce que je décide de remarquer que cette dame sort de la boulangerie plutôt que de dire « une personne porte un joli châle » Qu'est-ce qui se trame dans cette activité de description du quotidien? Et comment l'IA, notamment l'IA, puisqu'elle nous préoccupe beaucoup en ce moment, pourrait nous permettre d'opérer un retour réflexif inattendu là-dessus. Donc voilà, entre l'IA et, on va dire, l'imagier pour enfants, puisque ça aussi c'est un grand sujet de discussion avec Ida, quand nous n'avons plus rien à reconnaître dans le monde, quand on en a marre, on plonge dans des imagiers. Alors vous voyez un peu à quoi ressemblent des imagiers. En tout cas, moi, la forme qui m'intéresse le plus, c'est celle qui est complètement minimale, avec des figures isolées sur des fonds neutres, donc complètement décontextualisées, associées à un mot ou une phrase, qui là aussi essaye d'être la plus objective possible, la plus sans équivoque. Et donc on arrive là avec Ida dans une espèce d'effort de conceptualisation, d'abstraction qui est quand même vertigineux. Donc de toutes les cuillères qu'on trouvera dans le monde, de tous les stylos qu'il y a dans le monde, dans l'imagier on se retrouve devant le stylo. Là aussi c'est des appellations aussi grammaticalement, dans les formulations qui sont importantes, les chercheurs s'en occupent. Est-ce qu'on dit dans l'imagier un stylo, le stylo, un stylo posé sur une table, etc. Voilà, ça ne va pas lancer l'impression d'un même monde. Donc voilà,
je me suis demandé comment étendre ce questionnement à d'autres formes d'appairage texte-image, en me demandant comment est-ce que ces différents corpus, que je suis encore en train d'identifier, pourraient nous aider à comprendre cette capacité que nous avons de faire surgir des figures sur des fonds quand nous sommes ensemble, côte-côte, et que nous sommes en train de décrire le monde. Et finalement, et ça revient toujours là-dessus, peut-être vous l'avez déjà entendu avec l'exemple précédent, moi ce qui m'intéresse c'est qu'on soit ensemble. Donc comment ces images-là aussi nous permettent d'être ensemble, sont des excuses, des catalyseurs de formes de rencontres, de formes de discussions possibles. Donc quand je vous ai passé, en tout cas je ne sais pas si ça a été mis sur le site, mais quand j'ai présenté voilà, ce titre, les images en attente, les images latentes, je pensais surtout à un cours que je vais donner là en master ce second semestre, qui se structurera surtout, donc voilà, exactement là-dessus, hein, sur les rapports texte-image, et surtout sur les réseaux. Avec cette idée donc que, puisqu'on a commencé massivement dans nos structures numériques à appairer toutes les images avec des mots, pour pouvoir les retrouver, etc., ça nous donne accès à ce geste assez étonnant qui est que c'est en anticipant ce que nous voulons voir, alors peut-être parce qu'on l'a déjà vu, peut-être seulement pour voir se matérialiser un désir d'image, que nous entrons des mots-clés dans des moteurs de recherche, dans des banques d'images ou dans des IA génératives. Peut-être que vous avez déjà essayé ça ensemble. Donc, on a comme ça un monde qui serait complètement à disposition, et puis, tapant les mots-clés, je convoque des images, j'anticipe que des images devraient apparaître pour mes yeux, et ces images, effectivement, apparaissent. Avant qu'elles n'apparaissent devant mes yeux, où étaient-elles? Elles étaient là, en puissance, latentes, là, quelque part, prêtes à être convoquées, prêtes à s'afficher, à se réarranger pour répondre à ma demande, à ma convocation. Donc ça, c'est vraiment ça, là, le cœur problématique de ce nouveau projet de recherche. Qu'est-ce que c'est que ce geste d'anticipation des images que je fais à partir du texte? Et bien sûr, donc, vous l'avez entendu avec la genèse du projet, comment est-ce que ça témoigne d'une certaine façon que j'ai eu d'apprendre à reconnaître des figures sur des fonds, de commencer à l'apprentissage de la description du monde. Donc voilà, comment qualifier ces images en attente et comment montrer des images latentes. Est-ce que c'est même possible, puisque c'est une action impossible? Si ce sont des images latentes, dès qu'on les fait surgir, elles s'actualisent, donc elles sont plus latentes, ça y est, elles commencent à avoir du sens, elles commencent à être contextualisées, recontextualisées, donc c'est fini, ça y est, on est nous en train d'en prendre soin, on est en train d'en parler, donc ce ne sont plus vraiment des images latentes puisqu'elles ont une raison de vivre sous nos yeux à ce moment-là. Donc voilà, j'essaye de réfléchir à ça. Des images latentes, quelles seraient des images latentes? Des images auxquelles on se réfère inconsciemment dans nos esprits quand on parle, des images qui structurent nos imaginaires, et puis des images qui effectivement se donnent comme des résultats matérialisés par nos systèmes techniques. Et un bon exemple de ça, que j'utilise pour bien faire comprendre la chose, si je vous dis un réveil, le réveil, quelle image vous vient? Vous pensez à quoi? Non, sans rire. Non, mais moi je pense au réveil rond, ouais. Avec deux petits avec boules les oreilles, qui fait clic, clic, clic. Ouais, moi, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Pareil, vous en ligne, le réveil, la forme du réveil, on pense, c'est ton réveil quand tu te réveilles le matin? Pas du tout. Ouais. D'où vient cette image? Elle persiste dans les imagiers depuis des dizaines et des dizaines d'années. Les dernières éditions du fameux imagier du Père Castor continuent à nous servir des réveils ronds à deux petites oreilles. Quelle est cette persistance d'une image latente qui vient structurer nos imaginaires? Quand on tape « réveil » sur une grande banque d'images comme Getty, voilà le premier résultat. C'était bien ce qu'il y avait dans ton esprit? Quasiment, le mien il était blanc, émaillé blanc, mais à part ça... Il y a des images similaires, tu pourras trouver exactement le réveil qui était dans ton esprit. Ok.
Même chose quand je vais dans une IA générative d'images et que je lui demande de générer un réveil sur fond blanc. L'IA a été nourrie par d'énormes datasets, notamment des énormes datasets qui viennent des banques d'images, parce qu'elles sont super pratiques pour l'appairage texte-image sur lesquelles elles sont construites. Un appairage texte-image qui, contrairement par exemple aux réseaux sociaux, où peut-être il y a des biais interprétatifs faits par les usagers, ici, dans les banques d'images, le réveil, c'est le réveil, alarm clock, et on essaie d'être le plus, encore une fois, sans équivoque possible. Donc partons à la recherche de ces images latentes. Où sont-elles? Comment les qualifier? Et surtout, comment imaginer un dispositif expérimental qui nous permette de questionner ce qu'elles peuvent nous faire dire à nous? Comment parlent-elles de nous? Comment peuvent-elles nous faire parler? Comment pouvons-nous leur donner sens? Prendre soin d'elles en quelque sorte. Surtout si elles sont décontextualisées. Je vais essayer de faire un film avec des images comme ça. Il va être onéreux ton film. Il va être quoi? Onéreux, parce qu'elle est très chère ton image. Et oui, il y a des enjeux économiques assez importants. Mais c'est fascinant, l'économie des banques d'images. Je ne sais pas si c'est clair, donc les banques d'images, ce sont des grands assemblages d'images, toutes les images que vous voudrez pour illustrer vos brochures, vos publicités, vos flyers d'entreprise, etc. Vous pouvez en acheter les droits. Les banques d'images qui ont été absolument déterminantes et continuent à le rester sont en phase d'obsolescence en partie, puisqu'il y a l'IA générative qui permettrait d'outrepasser les droits d'auteur associés à ces images pourtant très génériques. Et c'est très intéressant de voir le fonctionnement des banques d'images, puisque ce sont quand même encore des photographes de chair et d'os qui ont été posés leur appareil pour prendre cette photo-là, de ce réveil-là, en essayant avec cette ambition, et ils sont en concurrence les uns avec les autres, puisque là il y a autant de photographes, ou plusieurs séries faites par plusieurs photographes, qui essayent de nous fournir l'image la plus générique, là aussi en anticipant ce dont on pourrait avoir besoin. Donc ce ne sont pas des images véritablement de commande, ce ne sont pas des images documentaires, elles n'ont aucun but, sinon de pouvoir et d'espérer être utiles. Donc là encore on est avec des réveils, mais pour le film je vise notamment un de mes amis, David, qui a été modèle de photos de stock et qui... Ah ouais, c'est génial. Voilà, je vous le montre. Je vous présente David. C'est excellent. Ah non, mais j'y crois pas. Alors attendez, non, ça c'est quand on refait faire à David sa photo de stock. Voilà, mon ami David, il y a 10 ans, avec sa véritable famille, qui met en scène un événement, probablement d'une chute à vélo, et d'une Happy Family in the Park. Ces images ont été utilisées, je crois, notamment pour les aéroports de Paris, etc. Donc il y a quelque chose de donner son image sans savoir ce qu'elle deviendra, les usages, les contextes dans lesquels elle sera reprise et qualifiée. Il y a quelque chose aussi d'une tension entre l'intime et donc le public, l'appropriation, le générique, qui est assez vertigineuse. Donc voilà, pour produire ces images de stock, donc David se fait inviter par une de ses amies, photographe, qui donc doit répondre à des exigences. Je peux vous montrer par exemple ce flyer de Getty Images, qui donc encourage ces photographes à aller capter des images qui n'existent pas encore, enfin des images dont on aurait besoin apparemment, pour compléter les banques d'images. Qu'est-ce qui nous manque? Alors là, c'est dans le cadre du bureau. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, il nous manque, par exemple, des gens plus vieux au travail. Ça, il nous en manque. Il nous faut des images de gens vieux qui travaillent. Il nous faudrait des images qui nous permettraient de nous localiser. Il faudrait des gens qui passent des portillons. On aimerait bien quand même avoir des photos
de végétation, il nous faudrait des gens qui passent des portillons, enfin voilà. Encore un peu plus de desk working, donc voilà, nous cherchons 2 collègues travaillant côte à côte, des informal chatting with colleagues. Donc, qu'est-ce qui se passe? Des hordes de photographes accompagnés de leurs amis, de leurs modèles, vont investir des bureaux vides et faire semblant de travailler pendant que des gens essaient de capter ces images manquantes pour la plateforme, qui sont visées par la plateforme. Bon, ça, ce sont des expérimentations sur lesquelles je ne m'étends pas. Donc voilà, il y a un peu l'idée pour moi de travailler sur les banques d'images aussi comme une articulation très intéressante entre la forme de l'imager et l'IA générative, parce qu'elle est véritablement à l'articulation de cette ambition ultra générique de l'image, faite pour décrire le monde de la façon la plus objective possible et pour être une image absolument utilitaire pour nous, pour nos conversations, pour nos usages. Et c'est particulièrement signifiant de voir donc, comment est-ce que ces grands datasets de banques d'images ont été réutilisés pour des IA génératives, et maintenant les grandes banques d'images ont leur propre IA générative, mais aussi comment, dans l'histoire des imagers pour enfants, qui avant était basée sur le travail de dessinateuristes, d'équipes, maintenant est basée sur des photos de stock. Je vais vous montrer quelques imagers. Alors bon, on pourrait remonter plus loin, c'est assez merveilleux là, cette recherche sur les imagers. J'ai pu remonter jusqu'à 1753, là avec un imagier, un cabinet d'images donc du XVIIIe siècle qui essaye donc de nous décrire différents objets qui sont rassemblés par déclinaison et puis voilà, qui provoque aussi, ça c'est quelque chose d'assez surréaliste qui est propre aux imagiers, mais enfin, il y a plein de modes de classification différentes dans les imagiers qui sont passionnantes. Mais voilà, qu'est-ce que ce ciseau, cette mouche et cette le luge font ensemble? Vraie question. Qu'est-ce que ce flambeau, cette arcade et la loi des commandements font à côté? Bon voilà, c'était simplement pour vous montrer, pour le plaisir de vous montrer quelques imagiers, mais surtout j'aimerais vous montrer, donc là on a plutôt des phrases, il y a aussi tout un travail sur la couleur qui est assez passionnant parce que je vais revenir sur le titre du film que j'essaye de faire qui s'appellerait Les images propres. Des images propres vraiment dans les deux sens du terme, c'est-à-dire des images qui sont sans souci. Vous les achetez, vous les générez, elles vous appartiennent, elles sont libres de droit. Si tout va bien, elles ne sont pas racistes, pas sexistes, elles sont en HD, elles sont toutes lisses, toutes brillantes, tout va bien. Donc voilà, ce sont des images propres, quoi. C'est comme ça qu'on pourrait les appeler. Et en même temps, ce sont aussi nos images propres. Enfin, c'est ça que je vais essayer d'aller tirer, d'aller chercher. Puisque mon ami David, c'est quand même mon ami David qui est à côté de moi et qui a la vie qu'il a eue. Et c'est ça que j'aimerais interroger. Aussi, comment est-ce que ce sont nos images propres? Puisque de toute façon, on peut pas mettre ces images à distance en faisant comme si elles ne nous concernaient pas. Ou en tout cas, moi, les formes de mépris et de déconstruction m'intéressent très peu. Plutôt, comment elles nous parlent de nous, comment est-ce que de toute façon, nos corps, nos expériences, ils sont imbriqués, qu'on le veuille ou non. Donc là, regardez, c'est une façon de comparer. Là, il y a 3 imagiers de 1977, 1987 et 2022. Pour que vous puissiez apprécier, là, par exemple, le poste de télévision en 1977, l'ordinateur, là, en 87, 10 ans plus tard, et puis, à nouveau, la télévision et l'ordinateur, ici, en 2022. On a ici, voilà, avec les imagiers, aussi une archive de notre façon de décrire le monde. Et là, par exemple, vous voyez, donc, dans cette imagier de 2022, les images viennent de banques, de grandes banques d'images, et sont parfois en images de synthèse. Donc le rapport à la matérialité s'éloigne complètement. Et on pourrait imaginer, j'essaye d'en faire, là, des imagiers générés par IA. Complètement. Esthétique à l'ère numérique, mais surtout comment est-ce que ces différents corpus
parlent de différentes façons de décrire le monde et s'inter-influencent en se versant les uns dans les autres, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, ça ce serait les 3 grands corpus, des imagiers, des banques d'images et jusqu'à donc l'IA générative. Donc ici, là, ce sont des imagés créés par IA, donc avec effectivement des fausses bêtes, des faux oiseaux, des faux papillons, et puis même ce que je trouve assez abouti, par exemple dans cette planche, voilà. Là, je lui ai demandé de générer un imagier des formes élémentaires à apprendre pour un enfant. Et donc, on a une série de formes, là, donc pour ce travail de distinction fond-figure. On sent que c'est vraiment ça qui est à l'œuvre, hein. Il y a des fonds et puis des formes qui se découpent au premier plan. Cependant, il est impossible, quand on s'approche, de reconnaître quoi que ce soit. Rien n'existe comme forme signifiante dans cet imagier de collecte des formes les plus importantes. C'est fou. Donc on a quelque chose, peut-être la Terre ici, Ouais. quelque chose qui commence à dériver vers quelque chose de plus prospectif, de plus spéculatif, quelque chose qui a à voir avec véritablement l'interprétation, l'imagination. Il faut que j'accélère, donc je vous passe tout ça pour vous montrer le prototype avec lequel je vais travailler et que je vais vous proposer de faire là maintenant, ensemble. Donc mon protocole va être le suivant pour travailler. Je vais, comme dans le précédent film, mettre au point des entretiens, enfin une espèce de dispositif d'entretien avec différentes personnes, différents spécialistes des rapports fond-figure, fond-forme, des rapports texte-image, de l'économie et de la circulation des images, d'une certaine histoire de l'art, bien sûr, parce que tout ça a des ramifications évidentes et faisons juste coucou à René Magritte en passant dans cet imagier malicieux. Et de leur proposer pour démarrer notre entretien que nous décrivions à une IA générative ce à quoi nous ressemblons là, maintenant, autour de la table. Et donc, j'aimerais bien essayer de vous montrer le prototype que j'ai fait, qui dure 3 minutes. Mais pour ça, il y aurait besoin du son. On n'a qu'à couper parce que de toute façon, c'est bon là. Moi, je vais couper le mien. Oui. Ouais, Puis on va voir si... ce serait super. Vous allez comprendre, je pense. T'as fermé ton son. Hein. Donc là, si tu maintiens... Ouais. Là, moi, je mets le son pour, sur mon Zoom. Ouais. Ah oui, voilà. mais comme j'ai éteint, eux, ils vont rien entendre. Ah ah ah. Faut pas que j'éteigne en entrée, alors. Ouais. Peut-être comme ça, alors. Est-ce que là, vous entendez? Ouais, le problème, c'est ça. Oui. Oui, très bien. C'est que là, on va avoir les gens. Ça va. Non, mais on n'entend pas la vidéo. Ouais. Je pense que quand vous partagez, il faut cocher la case avec l'audio. Peut-être que vous l'avez déjà fait, mais je pense qu'il faut arrêter le partage et repartager avec, en cochant Ah avec ouais, t'as raison. Vas-y. Toc. T'as raison. Partagez l'audio. Partagez. Alors, si je le tente, je retire mon micro. On va voir, peut-être que ça va marcher. Alors, le plus On entend, mais on est en écho aussi. on entend plus la voix, je pense. On va voir si ça marche comme ça. Oh, mais du coup, On
plus Alice, mais on entendait la vidéo. Donc si j'éteins ici, attends, ou là comme ça. Alors, le prompt. Voilà. C'est bon. Couple hétéro. C'est normal. C'est tout? J'envoie? Ok. Ça marche. Ça fait un gars et une fille avec bleu et rouge comme ça. Franchement, c'est pas si loin. C'est assez loin. Pas si loin. Hmm. Bon, on précise. Assis à la table de la cuisine. Devant. Un peu. Ah, nous voilà. Je pense que c'est un peu nous, hein. Ouais. Et ça ressemble. Ça ressemble. Moi, c'est ma coupe de cheveux qui va pas, et toi aussi. Hein. Mais c'est un truc contextuel aussi quand même. Enfin, si on avait par exemple les carreaux de la table, une table abîmée quand même, à carreaux rouge et blanc, surchargée de produits divers. Et derrière nous, en plan de travail, on voit Un dessin d'enfant plusieurs ustensiles de cuisine. et un tiroir ouvert. Prêt à tomber. Attends-moi mes cheveux. Tu veux qu'on fasse quelque chose pour tes cheveux? Bah ouais, c'est pas du tout la même chose. On va voir, on va voir. Ah! Ça c'est sa version de surchargé. Oh, ça me fait déprimer cette cuisine quand même. Je préfère ça, quoi. Ah, Ah ouais. ça change de coiffure. Je préfère, mais ça correspond tous à. Ils sont plus proches de lui. Ah ouais. Là, mais non, n'exagère pas, tu ressembles à ça, tu sais. La coupe. La coupe, c'est. Comparé aux autres, c'est un peu plus la longueur que je voulais, quoi. Moi, je trouve que celle-là, ça te ressemble le plus. Mm. On pourrait décrire aussi nos visages circonspects. Bah, en vrai, c'est quand même pas mal ça. Hein. Et puis, il faut que ce soit un peu plus le bordel, quoi. Oh, il n'arrive pas à mettre le bordel, hein. Ah, allez, je suis content pour mes cheveux. Là, c'est vraiment quelque chose. C'est mieux. Ouais. Enfin, oui, eux, ils ont l'air un peu plus propres. Alors, Voilà. Alors, est-ce que maintenant je peux reparler et ça va le faire. Donc voilà. Non, il faut que tu peux Comme ça. arrêter ton son si t'as plus. Tu veux qu'on garde cette. Ouais, voilà, non, c'est bon, j'ai plus besoin de son. Ok. Ça roule? Voilà, comme on faisait tout. Ok, super. Donc, si on a réussi, vous avez réussi à peu près à entendre le dispositif ici, on entendait le son de très loin, mais vous avez un peu le protocole, en tout cas de départ, que j'aimerais mettre au point dans cette exploration de génération des formes ou de convocation des formes faite pour décrire le monde autour de nous, que nous, en tant que spectateuristes, on puisse entendre que des gens sont effectivement derrière ces images propres, en train d'essayer de les questionner, en train d'essayer de leur faire face dans ce reflet essentialisé et essentialisant des formes, et puis voilà, de tirer un peu comme ça le fil de relations qui sont aussi intimes. Vous avez compris hein, que le fait de se mettre en jeu
et la vulnérabilité sont des choses importantes, à mon sens, dans ce genre de travail, pour pouvoir dire ce qu'on veut dire. Puisque moi, c'est ça que je veux dire, c'est que ces images-là, comment, non pas froidement avec l'analyse que nous donnerait plein de disciplines particulières, mais comment est-ce que les biais permis par les arts plastiques, par cette discipline, peuvent donner de la place aussi à nos récits intimes pour qu'on comprenne ces images-là. Et donc je fais cette conclusion en vous montrant une autre expérimentation de reconnaissance de forme, cette fois avec un autre logiciel de reconnaissance de forme à partir de la dernière image de ce prototype, qui essaye donc de voir comment est-ce que, à partir du surgissement d'une image qui se travaille en série pour essayer de capter une situation, comment est-ce que finalement cette image-là peut disparaître jusqu'à devenir trace. Donc, est-ce qu'il est possible que ces images qui sont en quelque sorte hors sol, puisque nous avons eu une conversation, puisque nous avons eu une relation avec ces images-là, est-ce que nous pouvons leur redonner ou les transformer en traces, leur accorder ce statut de trace, ici, là, comme à la façon d'une autopsie de l'image, quelque chose s'est passé là, notre relation ce soir-là, qui essayons de regarder autour de nous pour voir à quoi on ressemble. Je vous remercie, et si vous êtes d'accord, on peut soit discuter, mais aussi, pourquoi pas, tenter à notre tour de se soumettre au protocole. Mais c'est un peu compliqué avec la configuration hybride. C'est ça, ouais. Mais bon, au moins vous avez l'idée, et vous pouvez, et on peut jouer avec, et il faut que je récupère donc toutes ces références. Super. Mais est-ce qu'on arriverait quand même avec la configuration hybride? Si ça se tente, ça se tente, quoi. Bah oui, allez, moi je pense qu'on le tente. On peut arrêter de toute façon la caméra, hein, parce que de toute façon là ça va pas être enregistré. Tu souhaites que ça soit enregistré sur le... Oui, c'est possible. Pourquoi pas. Alors, regarde. J'ai tout préparé, les amis. Comment ça se fait? C'est encore mieux avec l'écho, hein, finalement. Pardon? Peut-être encore mieux avec l'écho. Peut-être. Non. Alors, à quoi ressemble-t-on dans l'interespace? Ok, ça va rien changer, hein, si. Tu crois? Si, c'est bon. Ouais, mais ils n'entendent plus rien si... Là, vous nous entendez? Non? Ah bah on n'a plus de son. Hein. C'est impossible. Et là? Ah c'est bon, c'est bon. Ouais, mais ça ne supprime pas l'écho. Et il faudrait fermer, je pense, les haut-parleurs, pas que les micros, les haut-parleurs, sauf celui qui est nécessaire. Ouais. Mais en fait, il n'y en a qu'un. Le giga. Réfléchissez à votre description. Moi j'ai tout coupé. Donc la demande, c'est quoi? Donc d'écrire... À quoi on ressemble, nous, là, en tant que groupe? On est le 17 octobre, ce serait une genre d'image ou de série d'images journal du séminaire IMPEC du 17 octobre. On est là, plusieurs personnes, nous on est 4 autour d'une table, et vous êtes là, je ne sais pas combien. Comment on pourrait faire émerger l'image de ce à quoi on ressemble? Donc par prompt collectif, en fait, comme dans la vidéo. Ouais, sachant qu'on va pouvoir faire varier cette image-là. Oui. On va pouvoir l'améliorer, on va D'accord. avoir un premier résultat, et puis on avise. Voilà. Donc on est 4 personnes à une table À une table très ovale, très très longue, longue, qui font face. face à un écran, Un écran sur lequel apparaît des personnes dans des fenêtres. C'est pas mal, ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Peut-être on peut envoyer et on... Oui, oui, c'est ça, on a chacun un ordinateur devant nous quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça. Faudra qu'on le précise. Attention pour nos premiers résultats. Des personnes avec des fonds d'écran. Oh là là, les amis, c'est nous. Voilà. D'accord. On est parfois 5. C'est que des mecs quoi. Ah oui, oh là là, ça fait peur. Alors on a pas Voilà de le costard séminaire cravate. impec. Le séminaire impec. Attends, je fais une capture d'écran. Ah oui, Ouais. c'est excellent. Sur l'image du haut, c'est qui? Dis-moi, Jean-François. Je sais pas. Non, on n'a pas de costard cravate. Il faut Ouais. peut-être lui dire qu'on est Donc on bien est habillé, mais bien pas comme ça. Et puis qu'il y a des hommes et des femmes quand même. SDF. Il y a surtout des femmes. d'ailleurs. Alors, est-ce que vous voyez le prompt des chercheurs? On des présente ça. chercheurs avec des ordinateurs devant eux. Donc on est 4 Ouais, chercheurs. en sciences humaines, peut-être, sinon il va me mettre. Ouais, intéressé par l'art aussi, Et peut-être puis, que ça va si changer on met- aussi de façon vous présenter. Et si on met 4 chercheurs, il va mettre que des mecs. Ben non, elle a mis un E à intéresser, Et, mais... et chercheuses. ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, et chercheuse. Intéressée par là. Bon, alors vas-y, fais péter. On va voir si... Et ça change quelque chose. Là, t'es sur quel IA? Firefly, l'IA de Adobe. Ok. Qui a ses propres biais et ses propres datasets. Oh là là, c'est ça les sciences humaines? Alors, ça donne quoi? On va voir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas dit fenêtre de. Enfin, en fait, Oui. on est en visioconférence, quoi. Ouais, Bon, ça fait peur. Ça, c'est les sciences humaines, hein? Ouais, La blouse blanche, au labo. ça date En tout un cas, peu il a quand l'air même. d'avoir compris que c'était une interaction par écran, parce qu'on n'a pas dit qu'on est. Enfin, que vous étiez Ouais. en interaction avec nous. ouais. C'est vrai. Donc on peut dire... Dans la première, elle est pas mal, mais la blouse blanche du chercheur, c'est un peu comme le réveil avec les Oui, oreilles, Ouais, hein. ça fait C'est- laboratoire de pharmacie ou je ne sais quoi, de biologie. C'est la pub pour le dentifrice quoi. Et il y a combien de personnes en ligne? 1, 2, 3, 4, 5. Et il faut dire qu'on écoute la conférencière qui Six. parle dans le groupe autour de la table. Là, on a l'impression qu'ils écoutent les personnes en ligne, mais non, on Ah oui. est en train de tous écouter une conférencière qui est autour de la table. Donc, Faut qu'on dise qu'on est en visio parce que sinon c'est pas très clair. On est 4 chercheurs intéressés par l'art en même temps qui font face en visio, qui communiquent en visio. ah oui, qui communique en visio. Bah oui, dans lequel apparaissent des personnes, c'est pas du tout ça. Phonie. Non, un phonier avec Avec des collègues à distance. Ah voilà, avec des collègues à distance. Et à distance. Tout le monde écoute la Ils sont conférencière. affichés. Voilà, et qui écoutent La conférencière. Ah oui, À la table principale. Voilà. à la table. Ouais, mais il faut quand même leur dire qu'ils communiquent en visiophonie avec des collègues à distance qui apparaissent Oui, sur un grand écran au mur en face d'eux. écran face à eux. Face Oui. à- Mais la phrase est très longue, hein, je sais pas si... Avec Nano Banana, le second prompt, qu'est-ce qu'il dit ça Pourquoi sommes-nous obsédés par... Le second prompt, Par ça le donne, lys. fais voir l'image que... On va le voir. Ah ouais. Attendez, je sais pas comment voir le chat. Ah oui. Ah, par contre, je peux pas la partager. Esthétique alors. Corporate. Oula. Ah, est-ce qu'on a mis numérique ou pas? Je sais pas si on a mis numérique, mais ah voilà, regardez Nano Ah, c'est Banana, beaucoup plus proche déjà. proposé par Ismaël Badache. Ouais, c'est déjà plus ça. Ah oui. C'est vrai que là, il a bien mis notre table ovale. Ouais. Tandis Il y que avait là, beaucoup de femmes. Qu'est-ce qu'il a compris? Comment ça se fait qu'il nous... Faire face, il a pas tout compris. Oh là, quelqu'un va très mal sur cette photo. Ah, il y en a un qui a un bout de tête. Et la conférencière est là quand même. Hein. Ah non, c'est peut-être là. Et le truc au milieu, là, c'est quoi avec ce... Ah oui, il n'y a pas de tête? C'est un fleur, ouais. Ah, à quel moment il y a pas de tête? Oh mon dieu, quelle forme. Ouf. C'est vous ça, les amis en visio. On a l'impression que le conférencier n'est pas autour de la table. C'est vrai, le On a conférencier l'impression est pas qu'ils sûr. écoutent en ligne. Ah oui.
Pourtant, on a dit hein, que la conférencière était autour En de la présentiel. table. Ouais. Bah, je pense que sur stock, il doit y avoir des représentations plus fiables et Alors, faciles à trouver au final. est-ce que je mets le même prompt? Ouais, on essaye, ouais. Allez. Sur stock. Mais sur stock, il est pas fan des phrases. Hein. Il voudra plutôt Ah, des non, non, mots-clés. ouais. Non, en stock, il n'y a pas de. C'est pas la même façon de chercher. Hein. Non. Il faut qu'on donne chercheur. Visioconférence. Dans mid-journée, non? Ou sur une table. Mid-journée, j'ai pas. T'as pas? Ok. Je peux mettre chercheur, visiophonie, Réunion, réunion, pas un séminaire. réunion séminaire. Ah Voilà. oui, ah oui, c'est pas mal. Donc après, il faut se méfier sur Getty. Est-ce que c'est généré par IA ou des images qui ont été fabriquées par des photographes de chair et d'os? 385 €. En général, c'est ça. Il y a encore une proposition d'Ismaël, je sais pas ce que c'est sur un autre. Vas-y. Ah oui, pardon. Tac. Pas mal. Ouais, Ah oui. Ouais. Ah, ça se rapproche quand même. Ouais. Celle-là et celle-là. Ouais. C'est sûr que là, on est plus proche de... Ouais. Mais bon, c'est un peu plus chaleureux. Oh, Je sais pas. Mettre chercheur gauchiste. Chercheuse C'est grave avec sciences humaines. gauchiste en sciences humaines, intéressée par l'art. On pourrait s'arrêter là, hein. Ouais. Ah, juste, on est 4 chercheurs, chercheuses, gauchistes en sciences humaines, intéressés par... Oui, ça va changer là, je pense. Oh, bah, même Mais pas. oui, parce que, franchement, il est coincé dans l'empire de Zorg, là. Oui, c'est ça. C'est pas fun. On aurait pu lui dire qu'on était plus chaleureux, quand même. Ah! Bah, oui, mais alors là. C'est les gauchistes. D'accord. Ouais. Ok. Ouais, les gauchistes, ils sont quand même pas... C'est marrant, Ils sont bien lycée propres, comme tu dis. Oui, il a mis de diversité de couleurs, c'est marrant. Ouais. La gauche au travail. Oh non, mais c'est drôle là, la représentation derrière. Ouais, on a perdu la visio, on a perdu les écrans, on a tout perdu. On perd complètement la... C'était plus dans le pitch, quoi. Alice avait... Oui, j'avais retiré. Ouais. Ah oui, d'accord. Et si vous remarquez, juste parce que dans le genre constitution des formes, c'est assez intéressant, là je viens de relancer la même recherche, vous allez voir qu'en fait les structures sont toujours les mêmes. En fait, on a comme 4 colonnes qui fonctionnent comme ça dans Firefly. Vous voyez là, ces 2 images sont quasiment similaires. Ici aussi, les tables sont dans le même sens à chaque fois. On est déjà là de variation en variation. Ah oui. Vous voyez là encore des échos, en fait les structures des images est la même. Il a en fait 4 structures d'images qu'ensuite on remplit un peu différemment avec voilà, avec différentes variations. Et est-ce qu'on sait si ça vient, comme tu disais, de photographes ou si c'est entièrement généré par IA? Est-ce qu'on a la possibilité de savoir ça? Et les IA génératives, pour fonctionner, elles se basent sur des énormes ensembles d'images qu'on appelle des datasets. Et ces datasets, ils sont effectivement générés par vous et moi. Dès qu'on publie des choses en ligne, il y a des grandes entreprises pour racler ces énormes données, on appelle ça du scrapping. Et donc voilà, les IA se font la guerre pour récupérer les datasets, pour avoir des choses les plus étendues, les mieux qualifiées, pour ensuite les assembler donc ça s'appelle l'espace latent. C'est ça aussi, c'est comme ça qu'on appelle cet espace invisualisable pour nous les humains de calcul. L'espace latent de l'IA, c'est le moment où toutes ces images-là jouent dans un calcul qui s'organise par probabilité, probabilité d'organisation des lignes, pour faire émerger une forme à partir de ce que l'IA donc a appris à partir de tous ces datasets que nous les humains nous avons créés
et que nous avons qualifiées. Et je peux vous montrer tout de suite, j'avais prévu de vous montrer ça, mais des personnes super qui travaillent là-dessus, c'est notamment Trevor Paglen et Kate Crawford, qui notamment avaient exposé des datasets dans une exposition importante qui s'appelait Training Human. Ah, mon image n'est pas de bonne qualité. Et donc, qui exposaient en fait des larges datasets, les montraient et montraient comment était qualifiée chaque image. Donc là, par exemple, vous avez, ça c'est Lady in Waiting, a lady appointed to attend to a queen or princess. Et ensuite, il y a des mots-clés. Jehovah's Witness. Et donc, il y a plein de biais dans la qualification d'images qui ont été faites effectivement par des gens en chair et en os, qui permettent ensuite de constituer ces images générées par IA. Mais en fait, donc ces images générées aussi par IA, parfois, peuvent se constituer sur des datasets d'images générées par IA, mais à partir de ce moment-là, ça commence à se casser la figure, et ça ne marche plus. Mais l'émergence des formes telles qu'elles se donnent dans les IA génératives est très particulière parce comme elle fonctionne par statistique, c'est pas du tout notre vision à nous d'émergence des figures sur des fonds. C'est-à-dire, si je reprends l'histoire de mon Ida d'amour, elle, au départ, elle bouge pas. Elle est un bébé dans un monde tactile. Et puis finalement, elle va prendre des objets, elle va les toucher. Les objets ne sont pas encore inscrits dans un certain usage, donc elle les goûte, elle les fait résonner. Tous les objets sont suintent de leur sensualité et de leur ouverture sensible. Et puis progressivement, le monde sensible du bébé se referme vers des usages particuliers. Un verre, c'est ni pour faire de la musique, ni pour lécher, c'est vraiment pour tenir du liquide, c'est un contenant, et puis c'est pour boire. Et puis ensuite, nouveau retranchement sur le sensible, il va falloir le nommer, avec une catégorisation énorme, qui est, tant pis pour elle, ce sera le français. Avec les biais culturels qui sont ceux de notre société et les nôtres. Et donc, tout ce retranchement-là, qui fait qu'un objet fait sens parce que j'ai réussi à l'attraper, parce que j'ai réussi à le nommer en étant immergé dans un contexte social avec mes proches, etc., moi qui ai 2 ans, etc., n'est pas du tout la même façon de fonctionner de l'IA, qui, elle, ne s'est pas déplacée dans le monde, n'a pas eu l'idée de la profondeur des choses, parce que c'est quand même un délire de savoir qu'une forme, là en plus une forme compliquée que je montre, mais que cet objet-là, il change de forme selon où je me situe dans l'espace. Ça, tout cet apprentissage qu'a fait le bébé en se déplaçant dans le monde, en attrapant les objets et en les manipulant, l'IA ne peut pas le faire. Donc elle est obligée de l'apprendre dans des abstractions d'images et donc d'essayer de découper les objets. Et ça, pour ça, il y a besoin de nous, il y a besoin des humains, il y a besoin de notre expérience fond-figure pour qu'on puisse aider les IA à qualifier des datasets pour qu'elles puissent fournir des images. Mais il faut qu'on ait pu lui dire, ouais, effectivement, je reconnais, moi j'ai bien l'expérience du monde, ça c'est un stylo, je peux te l'identifier, je peux te dire où il est, parce que moi je me suis déplacée dans le monde. Mais ensuite, les images fournies par l'IA ont une façon bien différente de fonctionner de notre expérience perceptive du monde.